Astérix, une icône de la culture française. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve en solo pour vous parler d'un de mes personnages préférés de la culture française. Alors, je suis un peu malade, donc j'espère que ça va aller au niveau de ma voix, mais c'était important pour moi de vous faire cet épisode maintenant, puisque je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure, mais il y a une nouvelle série sur Netflix qui est sortie il y a un peu plus d'un mois avec ce personnage, et donc je me suis dit que c'était le bon moment. Alors, ça fait 2 fois de suite que je me lance dans des conseils culture et cette fois-ci, ça va être très différent de la dernière fois puisque il y a un mois, je vous parlais des romans feuilletons et c'est vrai que c'était un sujet qui n'était pas forcément accessible à tout le monde. Enfin, disons, l'épisode du podcast était peut-être accessible, mais je sais que pour ensuite faire l'effort d'aller lire un gros livre, d'autant plus un livre qui date d'un autre siècle et qui donc ne s'inscrit pas dans la culture actuelle, il faut avoir un intérêt particulier pour la littérature. Alors cette fois, je vais vous parler de quelque chose qui est beaucoup plus accessible et pour autant qui est quand même vraiment hyper intéressant, hyper fun et que j'adore vraiment personnellement. Alors on va parler d'Astérix. Astérix, c'est un personnage culte pour tous les Français et je suis sûre que vous en avez vous-même déjà entendu parler. Depuis les années 60, on peut découvrir ses aventures dans des bandes dessinées, dans des dessins animés, dans des films au cinéma et il y a même un parc d'attractions qui est dédié à cet univers. Ce parc d'attractions se trouve en région parisienne et il est assez fun, je dois le dire, en tout cas pour les dernières fois où j'étais allée quand j'étais enfant. Donc, ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de ce sujet. Déjà parce que c'est un de mes univers préférés depuis toute petite. Chez ma grand-mère, il y avait une grande bibliothèque avec plein de livres et parmi ces livres, il y avait beaucoup de bandes dessinées. Il y avait les Schtroumpfs, le Petit Spirou, Tintin et aussi tous les albums d'Astérix. Donc, ça fait que je les ai tous lus plus d'une fois et j'aimais beaucoup les blagues qu'il y avait dedans, j'aimais beaucoup les personnages et c'est quelque chose qui m'est resté de l'enfance. Et puis, en plus, je me suis toujours dit que c'était un bon matériel pour apprendre le français, notamment à cause des jeux de mots et des références culturelles. Et puis, enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je me suis dit que c'était le bon moment parce que la série Le combat des chefs est disponible sur Netflix depuis le 30 avril. Alors, à la fin, on va plus parler de cette série, mais commençons par le début. Dans une première partie, je vais vous parler de l'origine d'Astérix, de comment le personnage a été créé et comment cette aventure a commencé, de quoi ça parle. Dans une deuxième partie, je vous dirai quels sont les 3 ingrédients de son succès, selon moi, et qui sont 3 ingrédients qui font que ça peut être du bon matériel pour des cours de français. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà eu des scènes d'Astérix en cours de français. N'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires. Et puis enfin, dans une troisième partie, je vous donnerai 3 références de films ou séries à voir sur écran pour aller plus loin si vous avez déjà lu les BD. Alors, c'est parti, on y va. J'espère que ma voix ne va pas céder au cours de l'épisode. Astérix a 2 papas, 2 créateurs.
le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo. À la fin des années 50, ces deux hommes ont participé à la création d'un nouveau magazine pour enfants et adolescents, Pilote. Le premier numéro a été publié en 1959 et il a tout de suite eu beaucoup de succès. Parmi les articles sérieux qu'on pouvait trouver dans Pilote, il y avait aussi de la fiction à travers des planches de bande dessinée. Une planche, dans le langage de la bande dessinée, c'est une page. En général, la page a une structure qui permet de la lire de façon indépendante, mais elle s'intègre aussi à une histoire plus globale, un peu comme un épisode de série ou un extrait de roman feuilleton. Et donc, un peu avant la parution du premier numéro, le duo Goscinny-Uderzo est chargé d'inventer un nouvel univers qu'on retrouverait chaque semaine dans Pilote. Alors ils discutent ensemble et très rapidement, ils inventent le personnage d'Astérix. Astérix, c'est une parodie en fait de Vercingétorix, le Gaulois, qui était une figure hyper connue à l'époque et enseignée à l'école aux petits Français comme un héros national. Et oui, dans les manuels scolaires, il y avait des images de lui qui étaient représentées comme un homme fort, un homme viril, et on apprenait aux enfants que les ancêtres des Français étaient les Gaulois. Bon, maintenant, on sait bien que c'est plus compliqué que ça, mais c'était un stéréotype de l'époque, c'était une partie de ce qu'on appelle le roman national, et donc c'est pour ça que les créateurs ont voulu un peu détourner ce personnage, et ils ont donc créé un petit Gaulois qui inspirerait la sympathie et le rire plutôt que le respect. C'est comme ça donc que sont nés Astérix et Obélix, son copain. Le premier, il est petit et maigrichon, mais il est aussi malin et sympa. Et le deuxième, il est grand et gros, mais il est aussi sensible et gentil. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire ? Donc, Astérix et Obélix habitent dans un petit village d'Armorique, en Bretagne actuelle, une région sur la côte atlantique qui fait face à ce qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni. Et dans chaque album, on retrouve dans les premières pages une carte accompagnée de la légende suivante. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non, car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Et voilà le synopsis de cet univers culte. Un village gaulois qui résiste à Jules César. Bon, dans la réalité historique, on sait que après la bataille d'Alésia en -52, l'Empire romain a pris la domination de toute la Gaule, mais les auteurs inventent donc l'existence d'un petit village qui résiste à Jules César. Et pourquoi ils réussissent à résister ? Eh bien, parce que leur druide leur prépare une potion magique qui les rend invincibles. Un druide, c'est un personnage important de la spiritualité et de la vie sociale pour les Gaulois. C'est celui qui connaît toutes les plantes et qui est en fait le médecin du village. Donc ce druide-là, c'est Panoramix et il connaît le secret d'une potion qui donne des forces surhumaines. Ça, c'est vraiment la base de l'histoire qui fait que régulièrement, on a des batailles assez rigolotes entre les Gaulois et les Romains. Et c'est ce qui fait le début de chaque aventure. Alors, entre l'été 1950 et l'été 1960, les auteurs racontent pendant environ
1 an, à raison d'une planche par semaine, comment les Romains découvrent le secret de la potion magique et comment ils essayent de capturer le druide pour prendre possession du village. Ça, c'est l'aventure première, l'histoire d'origine. Et puis ensuite, chaque année, ils publient une nouvelle aventure. Souvent, la nouvelle aventure commence soit quand Panoramix le druide confie une mission à Astérix et Obélix, soit quand les Romains tentent de venir à bout des villageois par la ruse. Chaque nouvelle aventure est publiée d'abord par épisode dans le magazine Pilote, puis elles sont publiées en album. Un album en bande dessinée, c'est tout simplement un livre. Donc, dans le cas d'Astérix, c'est le livre qui est publié dès qu'une aventure est finie d'être révélée dans le magazine. Pendant 20 ans, il y a eu à peu près un album publié par an. Ensuite, la fréquence a commencé à baisser parce que René Goscinny est mort et Albert Uderzo a commencé à avoir des difficultés à dessiner. Pour autant, une relève a été organisée et quelques albums continuent encore à être publiés. Le dernier, c'était en octobre 2023 et le prochain, ce sera en octobre 2025. En tout, il y a déjà 40 albums qui ont été publiés et ils ont eu un succès international puisque c'est la bande dessinée qui est la plus vendue au monde avec 400 millions d'exemplaires vendus. En plus, il y a des livres hors série, il y a aussi 15 adaptations en dessin animé ou en animation 3D plus récemment, et il y a eu 6 adaptations en prise de vue réelle, donc avec des acteurs et actrices. Mais alors, pourquoi ce succès? On va voir ça dans la partie suivante. Alors, comme je vous le disais en introduction, il y a selon moi 3 éléments essentiels qui font la recette du succès d'Astérix. Le premier ingrédient, c'est qu'il y a beaucoup de références culturelles. Les auteurs aiment glisser des clins d'œil à des éléments de la culture populaire. Par exemple, il y a beaucoup de caricatures d'hommes politiques, de chanteurs, d'acteurs. On peut citer Jacques Chirac, qui est un personnage corrompu dans un des albums. On peut citer Winston Churchill. En chanteur, il y a une brève apparition des Beatles. Plus récemment, il y a un personnage qui est inspiré du rappeur Orelsan. Et puis, il y a aussi des détournements de chansons. Par exemple, le barde, le chanteur du village, chante souvent des parodies de chansons modernes. C'est la même chose aussi avec des films. Il y a des parodies de films connus comme James Bond, par exemple. Il y a aussi des parodies de marques, des parodies d'objets modernes adaptés à l'époque romaine comme les moyens de transport. Donc voilà, c'est tout un univers avec plein de comiques. Et moi, ce que je préfère parmi toutes ces références, ce sont les anachronismes liés aux habitudes des différentes populations européennes. Un anachronisme, c'est quand on glisse dans le récit d'une époque des éléments d'une époque plus moderne. Et dans Astérix, c'est un des ressorts comiques principaux. Et puis, donc, comme Astérix et Obélix rendent beaucoup visite à des peuples voisins, ça permet aux auteurs de prêter aux peuples de l'époque des attitudes qui sont des clichés des habitants modernes de ces régions. Moi, perso, j'adore parce que, 1, ça me rappelle mes voyages et 2, ça me rappelle un peu les sujets qu'on évoque un peu sur ce podcast. Par exemple, quand on parle des habitudes bizarres des Français ou quand on parle de tel ou tel cliché. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans Astérix et Obélix, quand on parle de Lutèce, qui est le nom romain de
Paris, on parle d'habitants qui sont plutôt prétentieux, qui sont pressés, qui sont habillés à la mode. D'ailleurs, ils ont des vêtements qui ressemblent un peu aux vêtements parisiens d'aujourd'hui. On parle aussi d'embouteillage sur la voie qui mène à Lutèce, donc qui est une référence aux bouchons parisiens sur le périphérique. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez drôle. Dans le même genre, Astérix et Obélix vont chez les Bretons, donc qui sont les habitants de la Bretagne, ce qui correspond à la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Et les Bretons, qui sont donc représentés comme les ancêtres des Anglais, ils sont très polis, ce qui est un cliché sur les Anglais d'aujourd'hui. Ils parlent avec une syntaxe qui ressemble à la syntaxe de l'anglais, par exemple avec les adjectifs placés avant les noms. Par exemple, il y a un personnage qui dit la magique potion au lieu de dire la potion magique. Et un autre détail dont je me souviens qui est vraiment drôle, c'est qu'ils boivent de l'eau chaude à 5 heures. Donc évidemment, l'histoire se passe en -50, donc avant la découverte du thé par les Anglais. Et donc, il nous montre que les Bretons s'arrêtent pour boire de l'eau chaude. On pourrait continuer comme ça pendant longtemps, hein. Les Hispaniques dans Astérix en Hispanie, qui sont les ancêtres des Espagnols, vont danser le flamenco et utiliser des castagnettes. Ils font souvent la sieste. Dans Astérix, chez les Helvètes, qui sont les ancêtres des Suisses, adorent le fromage, ils mangent de la fondue et c'est un peuple qui est très organisé, comme ce qu'on pense des Suisses aujourd'hui. Dans Astérix, chez les Belges, il y a des références aux différences entre le français de France et le français de Belgique. Dans Astérix, en Corse, il y a des références au nationalisme corse moderne. Voilà, il y a énormément de références dans tous les albums. Là, je vous en ai cité seulement quelques-unes. Et c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup et qui, je pense, peut être intéressant en plus quand, comme vous, on s'intéresse à la culture française, puisque ça donne une idée de comment les Français peuvent se représenter leurs voisins. Et en plus, c'est des clichés, mais on n'est jamais dans quelque chose de vraiment très critique ou de vulgaire. Voilà, ça reste des choses culturelles assez légères et amenées de manière intelligente. Ensuite, un deuxième ressort qui fait que Astérix a beaucoup de succès, selon moi, c'est qu'on a des personnages qui sont récurrents et qui sont attachants. Donc certes, on a Astérix, Obélix et Panoramix, dont je vous ai déjà parlé, mais ils évoluent dans un village qui est rempli de personnages hauts en couleur qu'on retrouve à chaque fois. Et au fur et à mesure des aventures, les auteurs vont nous présenter de plus en plus et de mieux en mieux ces personnages. En tout, il y a seulement une trentaine de personnes dans le village et donc on les connaît toutes. Par exemple, il y a Idéfix, le petit chien tout mignon qui est adopté par Obélix lors d'une de ses aventures à Lutèce. Il a lui-même une personnalité puisque il déteste qu'on coupe les arbres, hein. Il pleure à chaque fois qu'on coupe un arbre parce qu'il aime beaucoup la nature et il adore chasser le sanglier. Il y a Abraracoursix, le chef, qui est un chef qui est souvent ridiculisé par les citoyens du village. Il y a sa femme, Bonne Mine, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il y a le forgeron du village, c'est Automatix, qui se bat régulièrement avec le poissonnier Ordre Alphabetix. Il y a le barde, qui est le chanteur du village, qui chante tellement mal qu'il est souvent attaché avec la bouche bâillonnée, avec quelque chose pour l'empêcher de parler pour qu'il ne chante pas.
Voilà, donc comme ça, hein, de mémoire, sans lire de notes, je peux vous citer beaucoup de personnages. Je vais pas tous les citer aujourd'hui, mais c'est pour que vous voyez que on les connaît bien et ça permet de créer un attachement. Et puis en plus, au-delà des villageois qui sont toujours là, qui sont récurrents, on va au fur et à mesure rencontrer des personnages secondaires qui permettent de mieux connaître, de mieux comprendre ces villageois. Par exemple, Panoramix a des amis partout dans le monde qu'on va rencontrer lors des différents voyages d'Astérix et Obélix. On a aussi l'occasion de rencontrer les parents d'Astérix et Obélix qui, eux, habitent ailleurs en Armorique, en Bretagne. Ils habitent dans la ville qui correspond à la ville de Rennes aujourd'hui. Même pour les personnages entre guillemets secondaires, je vous parlais par exemple du chef Abraraccourcix, et on rencontre à un moment son beau-frère qui lui manque complètement de respect et l'appelle machin. Donc voilà, c'est un ressort qui fait que je trouve quand on lit les livres les uns après les autres, on a tendance à s'attacher de plus en plus aux personnages et aussi à rire encore plus des nouveaux personnages qui apparaissent parce qu'on voit le parallèle avec les personnages qu'on connaît bien. Et enfin, le dernier ressort comique qui fait le succès d'Astérix, je pense que ce sont les jeux de mots. Alors évidemment, dans un podcast comme ça, je ne peux pas trop vous donner d'exemples puisque ce serait tout simplement pas drôle et trop difficile à expliquer. Il faut toujours le contexte, l'image pour comprendre les jeux de mots, mais il y en a beaucoup, souvent, hein, donc ce sont des blagues qui sont faites à la base de sonorités, à la base de rapprochements entre deux mots qui existent. Et pour vous donner seulement une idée de à quel point les jeux de mots sont présents dans les BD Astérix et Obélix, je vous invite tout simplement à réfléchir à tous les prénoms que je vous ai cités. Par exemple, Abraraccourcix, le chef, eh bien, c'est un nom qui est formé à partir de l'expression abraraccourci, qui signifie se battre avec beaucoup de violence, mais c'est aussi une référence à l'expression avoir le bras long, qui est le fait d'avoir beaucoup d'influence. Et c'est assez ironique puisque finalement c'est un chef qui n'a pas vraiment le bras long, qu'on respecte pas beaucoup, qui est nerveux. Donc voilà, dans son nom, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et de la même manière, en fait, tous les noms sont recherchés comme ça, avec des sonorités qui se ressemblent entre tous les noms gaulois, qui finissent par X ou IN pour les femmes, comme Bonne Mine ou Yellow Submarine. On a un personnage qui est le plus vieux du village qui s'appelle Age Canonix, donc ce qui vient de l'expression avoir un âge canonique qui est être très vieux. Et puis on a les légionnaires romains qui s'appellent souvent Caius quelque chose en us, voilà, pour imiter un peu les noms en latin. Donc, je passe vite sur ça parce que je trouve que c'est plus sympa si vous découvrez tous ces jeux de mots en lisant les livres vous-même et en vous demandant à chaque fois, attends, qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Parce que parfois, même quand on est français, on lit le nom d'un personnage et on ne comprend pas tout de suite à quoi ça fait référence. Et puis on finit par comprendre. Alors, on va passer à la troisième et dernière partie pour vous donner quelques références de films ou séries à voir pour aller plus loin. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vous conseille? Alors bien sûr, je vous conseille, vous l'avez compris, de lire
tous les livres d'Astérix, tous les albums. Vous pouvez les lire dans l'ordre ou vous pouvez les lire suivant votre inspiration. C'est pas si important de les lire dans l'ordre. En tout cas, il y a une vraie évolution en termes d'image, puisque évidemment les premiers albums ont été dessinés dans les années 60, mais ça reste vraiment génial selon moi. Après, si vous voulez voir plutôt sur votre écran les aventures d'Astérix, comme je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de choix. Il y a eu 15 adaptations en dessin animé et 6 en prise de vue réelle. Donc, je voulais vous donner 3 conseils parce que tous les dessins animés, tous les films ne se valent pas. Il y en a certains qui sont assez mauvais et voilà. Donc, mon premier conseil, c'est de regarder le dessin animé Les 12 travaux d'Astérix. C'est un dessin animé qui est plutôt vieux, qui est sorti en 1976. Mais ce qui est cool, c'est que d'une part, il a été réalisé par René Goscinny et Albert Uderzo, donc les deux créateurs de l'univers d'Astérix. On n'en a pas forcément beaucoup puisque René Goscinny est décédé assez tôt, donc c'est toujours sympa de pouvoir voir une création originale des deux auteurs. Et puis en plus, contrairement aux autres dessins animés, celui-là n'est pas une adaptation d'une bande dessinée. C'est une histoire originale que les deux créateurs ont inventée, ont créée pour la télé. Moi, je me souviens d'avoir vu ce film quand j'étais petite, puisque à l'époque, dans les années 90, à chaque Noël, à chaque réveillon et au Nouvel An aussi peut-être, il passait à la télé les dessins animés d'Astérix. Et donc, voilà, quand il était tard, qu'on attendait pour ouvrir les cadeaux, on pouvait regarder la télé et on pouvait voir Astérix. Et donc, dans cette histoire, Astérix doit relever 12 travaux et il a fait un accord avec Jules César que s'il réussit à relever les 12 épreuves données par César, eh bien celui-ci déclarera que les Gaulois sont supérieurs. Alors ce qui est vraiment particulièrement culte dans ce dessin animé, c'est une scène en particulier. D'ailleurs, je vous conseille même éventuellement, si vous ne voulez pas regarder tout le dessin animé, qui est quand même un dessin animé un peu vieux avec évidemment des images qui sont d'une autre époque, vous pouvez au moins regarder cette fameuse scène de la maison qui rend fou. La maison qui rend fou, c'est une parodie de l'administration française. Astérix doit récupérer un formulaire et il se rend à tous les guichets, à tous les bureaux et on l'envoie toujours vers un autre bureau. On lui demande s'il a pré-rempli un autre formulaire, etc., etc. Et voilà, ça reste culte puisque l'administration française, encore aujourd'hui, 50 ans après, est toujours aussi folle et correspond bien à cette maison qui rend fou. Ensuite, le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est un film plus récent, mais qui commence quand même à dater puisqu'il a un peu plus de 20 ans. C'est le film qui a marqué ma génération. C'est le film culte, la comédie de toute une génération. C'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ce film, c'est l'adaptation de Astérix et Cléopâtre, un album d'Astérix créé par René Goscinny et Albert Uderzo et publié en 1965. Et c'est un film qui a été réalisé par le grand Alain Chabat. Alain Chabat, c'est un grand nom de la comédie française. Il a été connu d'abord avec son groupe d'humoristes Les Nuls. Il a ensuite fait des films. Il a fait une émission télévisée qui était hyper drôle. Et donc, il a réalisé ce film dans lequel on retrouve beaucoup d'acteurs
connus, notamment Jamel Debbouze, qui est un grand comique des années 90-2000. Et c'est un film qui a beaucoup de niveaux de lecture, qui est drôle parce que déjà il reprend une histoire de base écrite par Goscinny et Uderzo, mais en plus il rajoute plein d'éléments plus modernes, il y a plein de sketchs à l'intérieur, il y a plein de références et je pense que si vous regardez, vous pourrez comprendre certaines blagues et d'autres non, mais c'est pas grave du tout puisque de toute façon il y en a tellement que même quand on est français, même quand on est de ma génération, on peut pas capter toutes les blagues en une seule fois. Donc vraiment ça c'est un conseil que je vous donne et parmi tous les films qui ont été faits, c'est celui que je préfère. Et enfin, je vous conseille, bien évidemment, comme je vous en ai parlé au début, la série qui est diffusée sur Netflix. En fait, le réalisateur de cette série, qui s'appelle Le Combat des chefs, c'est Alain Chabat. C'est le même que pour le film culte Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et on retrouve dans la série cet humour qui est un humour assez potache et de second degré. Donc, j'ai trouvé vraiment que la série sur Netflix était hyper drôle. D'ailleurs, je l'ai conseillé à beaucoup de monde et je l'ai regardé récemment une deuxième fois avec mes parents. Et surtout, je trouve que c'est super cool pour un public très large. À la fois, c'est très adapté pour les enfants, puisqu'il y a des scènes comiques qui sont assez simples, qui peuvent faire rire les enfants. C'est aussi adapté pour les adultes, pour toutes les générations. Et voilà, pareil, il y a tellement de références qu'on peut rire quoi qu'il arrive, même quand on comprend pas toutes les références. Je vous conseille donc de regarder cette série, que ce soit seul, en famille ou avec des amis. Je vous conseille également le film Mission Cléopâtre qui, il me semble, est également disponible en streaming sur la même plateforme. Et si vous pouvez trouver au moins sur YouTube peut-être la scène de la maison qui rend fou, vous comprendrez de quoi je parle quand je vous parle du dessin animé. Et puis surtout, n'oubliez pas que à la base, ce sont des livres, donc n'hésitez pas à vous plonger dans les albums. Il y a beaucoup de niveaux de lecture, mais en général, c'est quand même assez facile et je vous promets un bon moment de détente.